Le vent est là, c'est le vent du large. Le large, c'est aussi le lointain qui va nous emmener, qui va vous emmener aussi, car nous allons vous embarquer dans ce paradis des algues. Nous sommes ici à la pointe Saint-Mathieu, à Plougonvelin, en Bretagne. C'est un endroit extrêmement riche avec des fonds marins, mais aussi une végétation marine que vous allez découvrir avec un certain nombre de témoins, de personnalités, car les algues, elles se goûtent, elles se savourent, mais également elles accompagnent le bien-être. Et puis avec le regard, à travers le regard des scientifiques, nous ferons la différence entre, au fond, ces algues qui font du bien, mais celles dont il faut se méfier, ces algues qui polluent aussi les plages et dont on parle chaque année en fonction des climats et des saisons. Mais nous allons être guidés d'abord et avant tout, car c'est elle qui nous ouvre les portes de cette partie-là de la Bretagne des algues. Elle s'appelle Nathalie Pasquier. Elle est avec nous. Nathalie, venez nous rejoindre. Vous êtes photographe de la mer ici en Bretagne. On est chez vous, photographe de la mer avec cette particularité au fond, c'est que vous observez avant tout la nature, cette nature marine. Vous êtes aussi guide de la mer, guide maritime. Un mot pour définir au fond ce monde des algues? C'est un monde, certainement qu'il y a un lien. C'est un relais entre le monde de la mer, les animaux qui y vivent, et le monde des humains, puisqu'on en bénéficie aussi. C'est un monde magique qui est tout le temps en mouvement, comme cette mer d'Iroise. Et c'est un lieu où vivent beaucoup d'animaux, donc c'est essentiel, ce territoire des algues. Ici, on a une richesse magnifique avec plus de 350 algues, sur 700 algues en Bretagne. Et donc c'est à la fois d'une beauté, évidemment, pour un photographe, magique, et c'est un lieu vivant, un lieu de surprise et un lieu d'émerveillement. On y va, on embarque, la mer est là. L'algue pour nous va être un exhausteur de goût, va être le fil conducteur de notre menu un petit peu iodé au fil du menu, et ça va vraiment pouvoir les sublimer. C'est le sublimateur du menu. Ici, on est sur un des plus grands hotspots, et donc du coup, voilà, on a une diversité qui est folle. Et au sein même de cette diversité, l'algue, on peut l'amener sous toutes ses coutures. Et ça nous donne un terrain d'expression qui est multiple, varié, peut-être infini. C'est ce qui est assez chouette aussi, c'est cette quête d'infini. Nous, on en met partout. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, ça d'une carte à l'autre, ça change, d'un menu à l'autre, ça change. Mais c'est vrai que voilà, on aime bien agrémenter d'algues un petit peu sur tous les plats. Alors, en termes de nutriments, l'algue, c'est complètement fou, tout ce qu'elle peut apporter. Et c'est vraiment un petit peu la nourriture de demain, parce qu'il y en a à profusion, ça apporte beaucoup de nutriments. Et en termes de calories, c'est vraiment peu calorique, vous pouvez en user et abuser. Il y a celles qu'on ramasse, qu'on va ramasser nous-mêmes. Pour apprendre à les ramasser, on a été formé avec une naturopathe. On a été avec toute l'équipe, on a une naturopathe qui nous a amené à les dénicher, nous expliquer. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent, et nous on utilise souvent la laitue de mer, la dulce, le kombu, mais il y en a plein d'autres. Donc on s'est formé là-dessus pour nous-mêmes faire la cueillette. Et après, sinon, on travaille avec des entreprises locales qui ramassent sur les grandes marées, sur les champs d'algues. Il y a des grands champs d'algues, notamment entre Béniguette et Molène. Et donc voilà, on travaille avec ces entreprises-là qui les ramassent, les dessablent un petit peu, vont les nettoyer et après vont les conserver dans du sel. Donc on les reçoit fraîches mais salées, ce qui fait qu'elles ont une durée de vie qui est assez longue. Ici, on a pris j'ai pris deux exemples. J'ai pris la dulce. La dulce, la seule raison pour laquelle j'ai pris, c'est que c'est ma préférée. Vraiment, c'est d'une finesse c'est une finesse incroyable. C'est une algue qui est très rose, qui est très jolie et qui va apporter vraiment ce petit côté floral au plat. Et le kombu, parce que le kombu, moi je m'amuse bien avec le kombu. Vraiment, le kombu, c'est caméléon. Alors, ce que je peux vous proposer de vous montrer, c'est deux recettes. On a une première recette qui va être où on a accompagné de la dorade avec la dulce. Et la deuxième recette à base de kombu. Pourquoi? Parce que c'est une recette qui est abordable pour tout le monde et qu'on peut faire à la maison. On va aller prendre des carottes toutes simples, cuites à l'eau, juste pré-cuit. On va aller enrober dans ce kombu et finir de cuire au four. Ça prend 5 minutes à faire et ça donne un goût délicieux parce que la carotte va absorber vraiment ce côté iodé marin. Donc ici, on a des carottes qui sont à peine cuites. Comme on dit chez nous, blanchies. Okay.
Et après, hop, je vais faire un petit fagot. Voilà, un petit morceau de ficelle. En hiver, à la cheminée, c'est trop bien aussi. Là, je le remets dans la plaque et au four, après, pendant 15-20 minutes. Donc ça, c'est la recette qu'on peut faire à la maison. Nous, c'est une recette qu'on fait beaucoup pour les végétariens aussi. Autre gros avantage, si vous faites ça à la maison, quand vous recevez un peu de monde, tout est prêt à l'avance, il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de four. Et voilà. Après, on a juste à déposer comme ça dans l'assiette. Ici, moi j'ai prévu le petit condiment. Le petit condiment qui va bien, moitié sucre, moitié vinaigre. Et vous avez juste à mettre les algues et faire bouillir. Après, le petit bocal et ça tient bien. Du coup, en fait, c'est une carotte toute simple, une belle carotte d'échon qu'on va aller enrouler dans la feuille d'algue pour donner vraiment ce goût iodé. Un peu comme on dit l'umami, là, le dernier goût, et vraiment ça va apporter une richesse considérable à un produit d'une simplicité extraordinaire. Vous, le chef, comme vous avez une super base avec la carotte qui est très iodée, qui est vraiment sympa, le petit jus de citron, le petit tour de moulin de poivre, de coriandre, un petit yaourt, un yaourt brassé, des petits croutons, ce que vous voulez. Vous avez une base pour faire un super plat gastronomique avec juste quelques éléments que vous retrouvez comme ça chez le primeur, même dans votre fond frigo, ça marchera très bien. On va voir notre deuxième recette. Du coup, ici, on a pris une dorade. Elle est crue, on lui a fait un petit bain juste pour détacher les parois. Et là, on va la mettre en petits morceaux comme ça. On va aller chercher la délicatesse. Notre dulce. On va faire en petits morceaux complètement irréguliers. Voilà. Dedans, ici, j'ai fait une infusion. C'est de l'eau minérale avec notre dulce. Et la moitié du poids de la dulce, je mets des prunes. Et donc ça nous fait l'eau florale maritime. Je vais servir ça juste comme ceci. Du coup voilà, on a vu une petite entrée en matière, un peu sous forme d'entrée à mise-bouche, un plat. Et là, du coup, pour les desserts, parce qu'on en met même dans les desserts, on a remis au goût du jour une recette ancestrale qui est complètement oubliée. Et du coup, c'est Lucas qui a eu cette charge-là. Alors là, on a du lait tout simplement, on a des algues séchées, donc le pioca qu'on ramasse au bord de la mer. Du sucre aussi quand même pour sucrer un peu l'ensemble, parce que bon, les algues c'est un peu fort quand même. Merci. Tu vas faire bouillir un peu. Ouais. On a les algues qui ont un peu infusé. On vient filtrer du coup. Là, normalement, il y a un temps de repos, du coup, un peu de on va dire une demi-heure, normalement, le temps que ça fige. Et après, on obtient un flan, mais qui est extrêmement fondant en bouche, en fait, et c'est vraiment agréable à déguster. On l'a associé à la rhubarbe, là, du coup, avec un sorbet à la rhubarbe, des petites pastilles de rhubarbe qu'on a cuit en four vapeur, et un gel à la rhubarbe, et du sarrasin caramélisé. Vous êtes ici au siège du parc naturel marin d'Iroise, qui est situé au Conquet, et c'est le parc naturel marin le plus ancien, même si c'est une histoire récente, il a 15 ans. On a été le premier parc naturel marin à s'établir sur les côtes de France. Et donc c'est ici, dans l'ouest du Finistère, que le périmètre du parc naturel marin a été classé en 2007. Alors, un tiers de notre activité, c'est de suivre l'état de l'environnement. C'est vraiment de comprendre quels sont les processus qui font évoluer l'environnement. Ça, c'est pour des besoins de connaissances qui sont directement utilisés pour la protection.
C'est le deuxième volet de l'activité du parc naturel marin, c'est de créer des outils de protection pour engager les activités sur des bases durables, sachant qu'une activité elle est durable que s'il y a un minimum de protection. Ça fait un peu plus de 2 siècles qu'on exploite les algues de manière assez importante, plus anciennement pour les amendements agricoles, mais c'est une longue histoire et l'activité a constamment évolué. À peu près tous les 30 ans, on a une évolution majeure de l'activité d'exploitation. Ça fait qu'on doit poser avec les professionnels, avec tous les acteurs impliqués dans la filière algues, poser un système de gestion pour qu'on ait une exploitation qui puisse être envisagée sur la durée. Alors, il y a peut-être un phénomène de mode, mais il faut vraiment comprendre que les algues, c'est un trésor biologique qui recouvre des tas d'espèces dont on connaît potentiellement pas encore toutes les propriétés et tous les bienfaits. La principale utilisation des algues, c'est quand même d'en extraire des sous-produits qui sont des molécules très très importantes, qui rentrent dans notre quotidien sans vraiment qu'on le sache. Au départ, l'exploitation des algues, on est au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, on a une activité de brûlage des algues pour en extraire la soude qui était utilisée par l'industrie du verre. Donc on mettait les pains de soude dans les fours qui servaient à la fabrication du verre et ça abaissait le point de fusion de la silice et donc ça aidait l'industrie du verre à fabriquer du verre avec moins d'énergie. Donc ça c'est la première utilisation industrielle. Puis il y a eu l'iode et au fur et à mesure du raffinement et de la découverte de nouvelles propriétés des algues, on est allé vers des colloïdes comme par exemple les alginates de sodium qui sont utilisés dans des tas de produits et qui sont de plus en plus raffinés, de plus en plus intéressants et qui ont gagné de produits industriels, ils ont gagné l'alimentaire, puis désormais la pharmacie. On a chez nous donc, dans notre périmètre du parc naturel marin, le plus grand champ d'algues des Côtes-de-France et le plus diversifié d'Europe. Parce qu'on est en plus aux avant-postes dans l'Atlantique Nord-Est d'espèces nordiques qui sont en limite sud de répartition et d'espèces du sud qui sont en limite nord de répartition. Donc on a un maximum de diversité. Et dans un état de conservation remarquable qui font que ces champs d'algues sont extrêmement intéressants pour l'exploitation, mais aussi comme support de biodiversité. Notre travail, c'est aussi de faire cohabiter ces deux aspects qui permettent aux pêcheurs d'exploiter une ressource naturelle particulièrement intéressante, mais aussi de conserver les écosystèmes qu'elle fabrique. Alors, il n'y a pas de bonnes et mauvaises espèces. La problématique ne peut pas être posée comme ça. Il y a des espèces d'algues qui peuvent être en excès. Et l'excès dans la nature, c'est toujours un problème. Et donc, comme on a une activité humaine assez intense sur le littoral, on a tendance à enrichir, avec notre activité, par lessivage des bassins versants, à enrichir le milieu marin côtier à proximité. Et ça, certaines algues en profitent, en particulier les algues vertes, en profitent pour proliférer, au point de former ce qu'on appelle les marées vertes. Toute la Bretagne, plus ou moins, est concernée, les Côtes d'Armor particulièrement. Ça correspond à des conditions de configuration de côte, de baies fermées, peu profondes, où ces algues prospèrent et peuvent être augmentées en termes de biomasse par les effluents qui peuvent transiter par les bassins versants. Quand on est en phase d'excès d'algues vertes, on parle de déchets. Donc leur utilisation, la question a été quelquefois posée, avec beaucoup d'hésitation pour utiliser quelque chose qui est en réalité la résultante d'une certaine forme de pression sur le milieu marin. Donc on préfère se débarrasser de la pression, quitte à se passer de la valorisation de ce qui est considéré aujourd'hui encore comme un déchet. Déchet un petit peu dangereux d'ailleurs, parce qu'on a des accumulations qui peuvent générer des gaz comme l'H2S qui peuvent avoir des effets sur la santé publique et sur la santé animale pour les animaux qui fréquenteraient des zones où les algues sont échouées en excès.
Donc moi c'est Ben, du coup guide marin et gérant de l'entreprise Cap Iroise Évasion. Et sinon avant ça j'étais marin pêcheur. Et là du coup on est parti pour naviguer en mer d'Iroise. Et quand on navigue en mer d'Iroise, on peut également dire qu'on va naviguer dans le parc naturel marin d'Iroise. Donc le premier parc marin français s'est installé ici au Conquet en 2007. C'est pas très grand la mer d'Iroise, c'est s'étend du nord de l'île de Ouessant jusqu'au sud de l'île de Saint. Et par contre, elle est quand même considérée, la mer d'Iroise, comme une des mers les plus dangereuses au monde et difficile à naviguer. Pourquoi? À cause de ses courants. Donc les courants sont vachement contraints ici avec les îles entre elles et le continent en formant des goulets de rétrécissement, ce qui forme des entonnoirs, ce qui accentue fortement le courant. En fait, si on n'avait pas les îles, les courants ne seraient pas contraints et on ne connaîtrait pas les phénomènes que l'on rencontre ici. Et la seconde particularité de la zone, c'est son balisage. Là, on n'a même pas besoin de sortir du port. Si vous vous êtes promené le long de la côte, on peut percevoir pas mal de phares et balises en fait ici. Donc je ne sais pas si vous saviez, mais c'est la plus grosse concentration de phares au monde. Alors là, il faut savoir que déjà, l'espèce, c'est les phoques gris. On a à peu près 300 dans l'archipel. Et il y a eu un balisage de fait avec le parc marin. Et on s'est aperçu qu'ils allaient jusqu'en Nord-Écosse. Et les Écossais viennent jusqu'ici, donc c'est la même colonie en fin de compte. Le phoque mâle, il peut peser dans les 300-350 kg et la femelle dans les 180-200 kg à peu près. Donc le phoque, il commence sa vie un petit peu dans le dur, parce qu'il se reproduit en hiver et il naît en hiver. La période de gestation, c'est 11 mois. Et la femelle, elle a un instinct maternel très peu développé et elle va laisser son petit se débrouiller au bout de 3 semaines à peu près. Et son pelage d'hiver, il va arriver au bout de 6 semaines. Donc il y a 3 semaines où il est très vulnérable contre le froid. Donc s'il n'arrive pas à se remettre sur un rocher, se réchauffer, malheureusement il va mourir de froid. Il n'y en a que 1 sur 2 qui arrive à passer l'hiver. Les goémoniers exploitent les algues, donc les Laminaria digitata et les Laminaria hyperborea, comme des agriculteurs. En fait, ils vont récolter par parcelle, soit avec un système de Scooby-Doo. C'est un crochet qui va plonger et arracher l'algue, donc là c'est pour la Laminaria digitata, soit pour les laminaires qui sont un peu plus profondes, donc les hyperborea. Là ils vont récolter les algues avec ce qu'on appelle un peigne norvégien. Donc norvégien parce qu'on pense à la luge. Le peigne va être juste un petit peu au-dessus, il n'y a pas de racines, on appelle ça des crampons, et il va couper, arracher la laminarine. Et il y a également des cueilleurs qui sont eux artisans, entre guillemets, manuels, et qui vont cueillir, couper les algues à une certaine hauteur pour la récolte et ensuite les utiliser en agroalimentaire et dans bien d'autres domaines. Alors ici, on a les plus grands dauphins, les Tursiops trincatus. Ils peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres. C'est un groupe qui est sédentaire dans l'archipel de Molène, ce qui n'est pas le cas pour les phoques qui sont nomades. Mais c'est un endroit où les deux espèces cohabitent entre guillemets. Évidemment, pourquoi? Parce que comme ce sont des prédateurs, c'est parce qu'il y a une grande population, un vivier entre guillemets, un vivier de poissons. Alors l'harmonie coexiste, oui, absolument pour l'instant. Enfin, c'est un équilibre naturel qui se fait. Il y a cette particularité ici d'avoir plus de 350 espèces d'algues différentes. Donc c'est une richesse extraordinaire qui servent d'habitat pour certains, de soutien pour le sommeil pour les phoques et d'exploitation agricole, enfin culturelle, de culture pour les goémoniers et les cueilleurs. Oui, il y a une harmonie. Maintenant, comme toute harmonie, il faut être vigilant et c'est pour ça que dans ce parc naturel marin d'Iroise, il y a un regard particulier qui est porté sur cette harmonie actuelle. Non, il n'y a pas que la cuisine. Il y a bien sûr la cuisine par le grand chef, mais il y a aussi la consommation pour nous tous, donc commercialisée après le séchage. Ici, par exemple, au Conquet, il y a des entreprises locales qui cueillent et transforment les algues, donc en tisane, en algues qui seront des spaghettis, des haricots de mer, donc l'emmental notamment. Il y a aussi l'aspect cosmétologie. L'algine qui est présent dans les algues sert aussi de gélifiant. Donc c'est utilisé pour les petites crèmes des dames, également dans l'agroalimentaire pour les yaourts. Donc là c'est la partie gustative que l'on peut manger. Et il y a aussi une voie qui est en recherche de manière assez importante d'ailleurs, c'est toute la partie pharmacologie, recherche sur le bienfait, santé. Et pourquoi pas des découvertes qui pourraient avoir des incidences encore plus fortes sur la santé humaine par des vaccins. Oui, il y a des recherches qui pour l'instant sont pas concluantes,
Mais en parapharmacie, on sait qu'il y a déjà des utilisations, mais en recherche fondamentale, en santé humaine, il y a aussi là des voies d'expérimentation et de possibles qui sont envisagées de manière très sérieuse.